Bonsoir et bienvenue à l'interview. Ce soir, je reçois Armand de Decker. Bonsoir, bourgmestre d'Uccle, député régional également. On va parler de ce qui vous intéresse le plus, l'actualité internationale, mais on va aussi parler de ses conséquences pour la Belgique. Tout d'abord, vendredi soir, vous fûtes un des premiers sur les réseaux sociaux à soutenir les putschistes. Ça m'a surpris. Et depuis lors, le coup d'État a échoué. Tous les États ont soutenu la primauté du gouvernement élu. Est-ce que vous regrettez d'avoir, comme ça, soutenu sur Twitter trop vite ce coup d'État? Non, pas du tout. Pour de diverses raisons. La première, la plus fondamentale, c'est que l'évolution du régime de M. Erdogan m'inquiète depuis très longtemps. Beaucoup de libertés sont en voie d'extinction en Turquie. La liberté de la presse, il y a beaucoup de journalistes en prison. Maintenant, après le putsch, je vois qu'il arrête des magistrats. Donc on est devant un homme qui veut se doter d'un pouvoir personnel très très fort, autoritaire. Et on peut se poser de graves questions sur l'avenir de la démocratie. Vous savez aussi qu'il veut supprimer l'immunité parlementaire parce qu'il y a notamment des parlementaires kurdes au Parlement qui ne lui plaisent pas. Il veut pouvoir les arrêter et leur faire perdre leur mandat. Donc je ne suis pas du tout... Bon, l'autre raison, c'est que les coups d'État militaires en Turquie sont, je dirais, presque une tradition depuis la fin de Kemal Atatürk. Parce que les militaires, l'armée, où il a aussi déjà arrêté depuis de nombreuses années, il a commencé par ça, par arrêter de nombreux généraux, etc., qui n'étaient pas très enthousiastes. Eux, les généraux qui défendaient le régime laïque d'Atatürk face à l'arrivée d'un islamiste dit modéré qui est Erdogan. Et donc, les militaires ont fait des putschs dans le passé, mais ils ont toujours restitué très très vite le pouvoir aux civils. Simplement, ils remettaient les horloges à l'heure par rapport à l'héritage d'Atatürk. C'est pour cette raison-là que je pensais que pour le bien des Turcs, c'était peut-être une bonne chose que l'on ramène plus de démocratie dans le pays. C'est souvent difficile pour un pays démocratique comme la Belgique de faire le choix entre un gouvernement élu démocratiquement et un gouvernement après un coup d'État militaire. Il y a l'exemple finalement de l'Algérie, l'exemple de l'Égypte et aujourd'hui l'exemple de la Turquie. C'est peut-être pas évident et on a vu plutôt les députés bruxellois d'origine turque, ils ont soutenu très vite la démocratie contre le coup d'État. Il faut dire que c'est toujours très difficile d'accepter l'idée d'un coup d'État puisque cela fait penser que l'on veut, pas pour un démocrate, que l'on veut arrêter la démocratie. Dans l'histoire de la Turquie, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors si vous écoutez tous les chefs d'État étrangers, que ce soit européens ou le président Obama ou Madame Mogherini, ils ont tous soutenu la démocratie turque, donc ils ont dénoncé le coup d'État, mais ils ont tous exprimé leur inquiétude sur le respect de l'état de droit en Turquie. Et tout le monde craint qu'il y ait une répression terrible qui s'abatte sur la Turquie maintenant. Et donc, voilà l'inquiétude qui est partagée. Et mon message très, très rapide est l'expression de cela. Et je reste encore très inquiet pour l'avenir de la Turquie. Alors, passons à l'attentat de Nice du 14 juillet. Les suites de cet attentat, avec un gouvernement socialiste en France très critiqué parce qu'il n'a pas assez défendu sa population, dit l'opposition. 3 attentats très sanglants en 18 mois. Et en Belgique aussi, on critique le gouvernement finalement et les actions sécuritaires après les attentats du 22 mars. Je pense qu'après des attentats, il est totalement déplacé d'attaquer quelque gouvernement de quelque tendance que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il est évident que ce soit le gouvernement français ou que ce soit le gouvernement belge, ils mettent en œuvre des mesures pour empêcher le terrorisme qui sont très importantes. Le travail des services secrets, auquel je rends hommage d'ailleurs, est extraordinaire et il a empêché déjà d'autres attentats à Bruxelles, à Londres ou ailleurs. Là, je parle des services belges. Donc critiquer le gouvernement le lendemain d'un attentat monstrueux comme celui de Nice, je crois que quelque part c'est déplacé. Tout le monde a reconnu que le terroriste est un homme plus ou moins isolé, qui s'est radicalisé à la dernière minute pour donner peut-être un sens à son acte monstrueux. Mais sans plus, je crois qu'il était quasi impossible de le repérer avant l'attentat. Par contre, ce qu'il faut faire, que ce soit, et ça dans tous les pays, c'est de réfléchir
aux mesures à prendre sur le long terme, pour réduire progressivement le risque d'attentat. La radicalisation de jeunes gens est un phénomène très inquiétant, très dangereux, et qui doit se combattre, mais pas uniquement par la répression quand ils sont radicalisés. Je crois qu'il faut surtout développer des projets, des programmes pour empêcher cette radicalisation. Et là, ça commence à l'école. C'est évident que l'école est très importante. Donc il faut vraiment, et ça a été fait d'ailleurs, prévoir des cours de citoyenneté dans toutes les écoles, de tous les réseaux en Belgique. Mais je crois aussi que lorsque des jeunes délinquants commencent leur carrière de délinquants, on voit très vite, d'ailleurs la plupart des terroristes ont été des délinquants avant d'être des terroristes, il faut traiter ces délinquants aussi pour empêcher leur radicalisation. Donc la prison n'est pas la meilleure formule. Moi, ça fait déjà 3-4 ans quand à Uccle, deux jeunes avaient assassiné cette dame au coin de l'avenue Bruckmann et de la rue Van der Kindere. J'avais dit qu'il fallait créer des centres de rééducation. Ce sont des centres fermés, on peut dire que c'est des prisons, mais ce n'est pas que des prisons. Ce sont des lieux où on doit rééduquer les jeunes, véritablement, de toutes les manières, d'une manière au plan psychologique, au plan de leur conscientisation des choses, et aussi leur rendre peut-être un peu plus de fierté personnelle, parce que c'est très souvent par le mépris qu'ils ont d'eux-mêmes qu'ils passent dans des actes d'une violence extrême. Mais le profil n'est pas seulement des jeunes, ça peut être des gens aussi qui ont 30 ans. Le cas de ce terroriste à Nice, il a 31 ans. 31 ans. Donc peut-être que les profils ne sont pas aussi évidents qu'on a pu le penser. Quel est le parcours de ce gars-là ? On va le connaître. Qu'est-ce qu'il a fait les 10 dernières années ? On va voir. Alors, quand vous dites qu'il faut peut-être s'attaquer à la racine du problème, certains disent il suffirait peut-être d'arrêter de bombarder l'État islamique en Syrie et en Irak. Et du coup, peut-être, ils ne voudraient pas essayer de rendre œil pour œil et dent pour dent. Non, ça c'est de la capitulation. De la capitulation face à des gens qui veulent détruire nos démocraties, qui ne supportent pas la liberté et qui veulent véritablement détruire notre mode de vie qu'ils détestent et qu'ils haïssent au nom d'Allah. Mais voilà, donc la solution de ne pas s'occuper du problème de Daesh au niveau international ne résoudrait rien. Ça aurait simplement pour effet que Daesh vaincrait partout et que la radicalisation se développerait dans tous les États musulmans, arabes, qui luttent, la plupart d'entre eux, très activement contre Daesh et son intolérance. Alors, on pourrait dire bombarder peut-être ne suffit pas. Peut-être qu'il faut envoyer des troupes au sol. Est-ce qu'il faut envoyer des troupes belges au sol en Syrie et en Irak ? Je pense que pour le moment, d'après tout ce que je lis et que j'apprends, et je me suis occupé pendant plus de 20 ans des questions de défense européenne, je crois que les opérations de l'Alliance anti-Daesh commencent à porter leurs fruits. Daesh perd des sanctuaires, perd des villes qu'ils avaient envahies et sont sur le recul. Ça aura probablement pour conséquence d'entretenir le terrorisme en dehors de la région. C'est vrai. Mais si ils gagnaient dans la région, imaginez demain qu'un pays qui exprime une multiculturalité comme le Liban, où vivent ensemble des sunnites, des chiites, des chrétiens, des druzes, etc. C'est un modèle de vie commune, malgré toutes les périodes difficiles qu'ils ont traversées. Si ce pays tombait entre les mains de Daesh, nous devrions là, indiscutablement, intervenir militairement au sol pour l'empêcher, parce que ce serait une catastrophe pour d'autres pays, y compris le Maroc, bien entendu. Alors, vous êtes le spécialiste TTIP OMR, c'est ce qu'on a appris quand Vincent De Wolf est venu nous le dire. Alors, expliquez-nous pourquoi la Belgique doit absolument signer ce traité, alors que la majorité des organisations syndicales et de consommateurs estiment que c'est dangereux pour nos petites et moyennes entreprises et pour les consommateurs. C'est totalement faux. Je n'ai jamais vu dans un domaine de ce type-là une désinformation d'une telle ampleur que celle qui est menée par une certaine gauche contre le TTIP et aussi le CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Alors, il faut savoir quand même et reconnaître une chose et se rappeler une chose. Si l'Europe a connu une prospérité ces 50 dernières années, c'est grâce au marché commun. Le marché commun, c'était quoi à sa naissance en 1954 ? C'était un traité de libre-échange.
Et si nous ne négocions pas un traité de libre-échange avec les États-Unis ou le Canada, il est évident qu'il est probable que la Chine aille proposer aux États-Unis un traité de libre-échange entre les États-Unis et la Chine. Je crois que ça, ce serait un traité où il y aurait des mesures prévues dans ce traité qui seraient très inquiétantes pour nous. Tandis qu'un traité de libre-échange, dont la négociation était voulue par tous les gouvernements de l'Union européenne. M. Di Rupo, Premier ministre, a décidé qu'il fallait négocier avec les États-Unis un traité de libre-échange. Et il avait raison. Et aujourd'hui, que l'on a une crise économique qui dure depuis longtemps, qu'on a en plus l'effet du Brexit qui va encore aggraver cette crise économique, il est très clair que le traité CETA et le traité TTIP qui n'existent pas encore, que tant de gens critiquent, alors que personne n'a lu de texte, puisque le texte n'existe pas, ça démontre d'abord un anti-américanisme primaire, mais c'est surtout assez suicidaire pour le bien-être de la population européenne. L'Europe n'a aucune intention de céder sur tout ce qui fait sa qualité de vie. Bon, il n'est pas question d'ailleurs, contrairement à ce que les anti-TTIP disent, d'y permettre de porter atteinte aux services publics. Les services publics sont hors TTIP. Et sur les normes, on dit l'Europe est toujours avec des normes de sécurité assez élevées, tandis que les États-Unis, elles sont moindres. Est-ce que vous en êtes sûr? C'est ce qu'on dit. Moi, je suis certain qu'il y a des domaines où les normes américaines sont plus exigeantes que les nôtres, et il y a évidemment des domaines où les normes européennes sont plus exigeantes que les américaines. Et nous les défendrons. Il faut évidemment, dans cette négociation, et nous avons reçu au Parlement Mme Mellström, la commissaire, comme nous avons reçu l'ambassadeur belge qui négocie au nom de la Belgique ces traités depuis le début, et qui garantissent absolument qu'il n'est pas question de céder sur nos normes. On ne va pas se mettre à acheter du poulet vitriolé ou tout ce que vous voulez au nom de cette négociation. Non, c'est de la désinformation. Et j'ai rarement vu une aussi grande malhonnêteté intellectuelle que dans ce débat-ci. Et j'ai été terriblement surpris que le PTB joue à ça, je comprends, écolo peut-être, mais que le PS et le CDH jouent à ça, ça m'a profondément inquiété. Eh bien, justement, demain, Armand de Decker, on aura l'occasion d'entendre un autre son de cloche avec Raoul Edebeau, qui est le député porte-parole du PTB. Donc, merci d'être venu nous parler de cela ce soir, et on se retrouve demain pour une autre interview. Donc.